200 à 250 millions d'esclaves adultes et 200 à 300 millions d'enfants de 5 à 14 ans au travail, tous métiers confondus. La traite d'humains est encore répandue à travers le monde, même en France. Le travail forcé est sa forme la plus répandue. Ainsi, tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré est un travail forcé. Certes, Rumana est consentante, mais l'est-elle pleinement? A-t-elle d'autres choix si l'autre possibilité est celle de mourir de faim? Et même si sa définition juridique peut donner lieu à débat, est-ce là l'humanité que vous souhaitez voir perdurer au cours des prochaines décennies? Notre consommation ne diminuera pas. Cette situation non plus. Mais il reste de l'espoir. Les choses peuvent changer. Rumana peut avoir une autre vie si nous agissons. Et pour cela, il faut s'interroger sur la mondialisation. Chers jurés, la mondialisation est une des choses que je soutiens le plus. Européen convaincu, je porte des idées qui sont celles de l'unité mondiale, sans quoi l'individualisme conduira à la chute de chacun. Mais cette mondialisation porte mal son nom. Cette mondialisation n'est pour l'instant que celle des appétits et des égoïsmes. Les transports, la communication, tout s'accélère. Mais pas à l'échelle mondiale, seulement dans les pays développés. Et quand les exclus s'élèvent face aux géants, c'est au prix de leur population. La mondialisation ne connaît ni règles, ni limites. Elle accélère tout, en particulier surconsommation et capitalisme, mots de nos sociétés actuelles. Un livre en traite, justement. Le capitalisme, expliqué à ma petite fille. Jean Ziegler y décrit les conséquences de cet ordre cannibale qui ronge les sociétés et creuse les inégalités. Il parle justement du Bangladesh, du coût social de cette surconsommation, des immeubles grouillants de petites mains qui s'effondrent avec elle, des morts par la famine ou la maladie, par les produits toxiques manipulés chaque jour, sans précaution. Des populations meurent pour satisfaire des envies consuméristes. L'humanité dépérit au prix d'objets. Mais je souhaite rester optimiste, car il reste de l'espoir. Certaines instances sont mises en place. Une lueur d'espoir paraît. La France et de nombreux pays ont nommé leur ambassadeur des droits de l'homme afin de promouvoir ces droits fondamentaux et de les défendre face à ceux qui souhaitent les briser. L'Europe agit aussi avec sa Cour des droits de l'homme afin de veiller à la sauvegarde de ces droits. Et les Nations Unies aussi jouent un rôle clé grâce à l'action des hauts commissaires et au dégagement de fonds pour ces mêmes droits. Mais au-delà de ces grandes institutions, chacun a le pouvoir d'agir à son échelle. Tout le monde peut empêcher la surconsommation des produits qui ne respectent pas ses droits, ses valeurs. Ainsi, je suis optimiste. La voie se dessine. Il suffit de la transformer. Si tout le monde fait un pas, tend une main, les nouveaux forçats n'existeront plus. Romanas et ses enfants pourront envisager autre que ces champs. Un avenir se dessine pour ces femmes et ces hommes, pour ces enfants et ces âgés. À nous de tracer la voie. Certains la tracent déjà. Je pense à CARE, une organisation non gouvernementale qui défend le droit des Bangladais et accuse les conditions inhumaines dans lesquelles ils travaillent. Chers jurés, l'espoir est naissant. Le changement arrive à pas timides. À nous de pousser ce grand silencieux et de faire valoir les droits de tous les humains, les droits des esclaves des mines, des champs, des sociétés, les droits de Rumana. Et comme disait Tolstoï, l'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage. Cet argent est celui du capitalisme. Et il corrompt, il détruit. Alors aidez Rumana et sauvez tous ces enchaînés du capitalisme.
On vous écoute. Mesdames et messieurs les jurés, vous vous souvenez de votre passage du brevet du collège? Je suis sûr que vous en souvenez. Vous vous souvenez bien sûr de votre appréhension et de votre stress. Et puis aussi d'avoir vu circuler les cartes d'identité des uns et des autres et que l'on devait montrer au début de chaque épreuve et qu'on avait plaisir à regarder et à découvrir le visage faussement curieux de notre camarade de classe. Bref, hier, comme aujourd'hui, on s'amusait de notre visage d'enfant sur ce simple morceau de plastique dont, soyons honnêtes, nous ignorons toute sa valeur. Et pourtant, cette jolie carte d'identité, si fine, a en fait une valeur inestimable. C'est notre sésame pour les études, notre premier passeport vers l'étranger, notre garantie d'entrer dans l'isoloir. C'est grâce à elle qu'on étudie, qu'on voyage, qu'on découvre, qu'on sort du nid, qu'on voit la vraie vie. Et si aujourd'hui on peut la réjouir négligemment, entre 2 tickets de bus et notre carte de fidélité de chez Dialogue, c'est parce qu'avant ça, il y a une traque de naissance. Mais ça aussi, on n'y fait pas attention. Et pourtant, cette acte de naissance, c'est la clé de notre existence devant la société et devant la loi. Et il se passerait quoi si on ne l'avait pas? Est-ce qu'on se pose la question honnêtement? Non, pas vraiment. il se passerait quoi? C'est simple. Aucun droit fondamental assuré. Pas de médecine, pas de justice, pas d'éducation, aucune assurance sociale. Alors la tentation est grande de nous contenter de nous réjouir de notre situation. On a 17 ans, on passe le bac de français, on programme notre orientation. Entre-temps, on ira chez le médecin si on se sent mal. La justice nous défendra si on est victime de quelqu'un ou de quelque chose. On ira peut-être découvrir Tokyo ou Berlin avec des amis. Et tout ça se fera naturellement, sans même qu'on mesure notre chance. C'est cette évidence qui cache une terrible réalité. Nos yeux, de jeunes Européens, naturellement déclarés à la naissance, doivent s'ouvrir sur une réalité on ne peut plus révoltante. Si nous possédons, depuis le début, entre nos mains, les clés de notre vie de citoyen, ce n'est pas le cas pour plus de 237 millions d'enfants dans le monde. 237 millions d'enfants et d'adolescents n'ont pas été déclarés à leur naissance. Ils n'ont pas d'état civil, pas d'existence devant la loi, pas d'identité juridique. Ils ne peuvent prouver leur existence. 237 millions. Ils étaient 237 millions en 2019. Ça correspond à peu près à 1700 fois la population de Brest et environ 3 fois et demi la population de la France métropolitaine. On ne peut même pas se l'imaginer tant le nombre est ahurissant. Tous ces hommes qui n'ont pas d'état civil, on les appelle des enfants sans identité. Ou de manière plus poétique, des enfants fantômes. Enfants fantômes parce qu'invisibles. Enfants fantômes parce que rien. Enfants fantômes parce que pas tout à fait vivants. La Convention internationale des droits de l'enfant est pourtant tout à fait explicite à ce sujet. Elle qui dit, dès l'article 7, que l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Cette question de l'enregistrement à la naissance est donc primordiale. Pourtant, la planète entière est concernée. Rien qu'en Europe, plus de 700 000 enfants ne sont pas déclarés. Bien sûr, c'est la pauvreté qu'il faut incriminer avant tout, mais aussi l'ignorance qui des familles qui ne savent comment faire les démarches administratives, ou même qui ne connaissent l'utilité de l'état civil. Et il y a aussi la distance physique évidemment, mais aussi la distance sociale de certaines familles, recluses dans des sociétés archaïques. Non déclarés, les enfants sont privés d'école dès le CP pour certains, à partir du CM2 pour d'autres. Comment envisager un avenir pleinement choisi et assumé quand on n'a aucun accès à l'éducation? C'est le cas de Bara, un jeune garçon malien, qui n'a pu poursuivre sa scolarité au-delà du CM2, faute de posséder un acte de naissance. Aujourd'hui, Bara, du haut de ses 11 ans, mendie et quête de la nourriture et de la petite monnaie dans les rues de Bamako. Il souffre du regard des autres et est condamné à être prisonnier d'une pauvreté et d'une idéologie dans laquelle on veillera à l'enfermer. Imaginez la place des enfants fantômes dans les territoires en guerre. Sans identité, seuls, ils sont condamnés à devenir enfants soldats ou pour les filles, esclaves sexuels. Enfants fantômes, disent les médias, ou encore enfants invisibles. Peut-être que ces dénominations participent à nous cacher une cruelle réalité. L'invisibilité, après tout, peut être vue comme un pouvoir.
Et puis la métaphore des enfants fantômes, n'a-t-elle pas quelque chose de romanesque? Elle sonne conte de fées ou imaginaire ou au monde univers merveilleux. On est tout pourtant bien loin de l'imaginaire et de la féerie. Certes, il faudrait une expression plus âpre, plus rude, plus laide aussi. On pourrait aujourd'hui, entre nous, l'appeler les enfants néants. Enfant néant. L'expression n'est pas belle, évidemment. Et puis son élégance est presque mal à l'aise. Mais elle est tragique aussi. Et puis elle est juste. On la prend même en pleine face. Et c'est peut-être grâce à elle que ces enfants, sans identité, auront pour nous une vraie existence. Et maintenant que nous avons essayé de donner une visibilité légitime à ces enfants néants, que faire? La version de la Convention relative aux droits des enfants, adaptée aux jeunes lecteurs, dit les choses ainsi. Les enfants ont le droit d'avoir leur propre identité, c'est-à-dire un document officiel disant qui ils sont, précisant leur nom, leur nationalité et leur relation familiale. Personne ne doit leur enlever cette identité. Cependant, si cela arrive, les gouvernements doivent les aider à les retrouver rapidement. Les États concernés cherchent à résoudre le problème en essayant de moderniser les démarches d'état civil. Les pays qui ont signé la Convention relative aux droits de l'enfant, conscients du désastre humanitaire de ce phénomène, s'engagent aussi dans ce combat. C'est ainsi que l'Union européenne finance en Afrique des campagnes d'informatisation des procédures d'état civil. Mais devant une telle urgence, comment faire face? Comment sommes-nous prêts à nous engager? Nous, jeunes, nous savons nous mobiliser avec bruit et fracas pour défendre notre planète et notre environnement, pour les protéger de la pollution et des effets délétères d'un climat déréglé. Comment aujourd'hui imaginons-nous cette même planète non animée d'ambition et de rêves de chacun? Écoutez ce qu'écrivait en 2019 la jeune béninoise Kocha Koné, dont le texte a été porté par la députée du Calvados, Laurence Dumont. Kocha écrivait ceci. Je suis différente de vous. Oui, je suis bien différente de vous. Je suis différente de vous car, même si j'ai un nom, ma naissance est entourée de turbulences. À l'état civil, point de trace de mon existence. Kocha continue et dit ceci. Pourtant, un simple geste, un simple petit geste, un papier des blancs, un simple papier blanc des blancs, comme aimait le dire mon grand-père. Comment dis-je? Un simple extrait de naissance aurait suffi à donner à mon existence toute la clairvoyance. Alors, à nous tous réunis aujourd'hui, d'œuvrer pour que se multiplient les prises de conscience, s'affirme le nom d'enfant néant, et qu'un jour, eux aussi, aient l'opportunité de devenir quelqu'un. Pour que Kocha, Bara et les autres aient aussi la possibilité, eux aussi, de regarder un jour avec détachement et amusement ce qui sera leur carte d'identité et de faire cette remarque légère et insouciante. Tu en as une drôle de tête sur ta photo. Et ce jour-là seulement, nous aurons pleinement relevé le défi d'un monde meilleur parce que plus juste. Tandis que les noms, liberté et égalité, continueront d'être défendus vaillamment, notre génération pourra s'enorgueillir d'avoir su donner un sens au nom fraternité. Merci. Merci beaucoup. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler d'une cause, d'un droit qui, dans certains cas, n'est que très peu respecté. Vous vous battez, nous battons pour l'égalité homme-femme, pour le droit à la liberté d'expression, la liberté de religion. Mais nous ne nous battons pas, ou du moins pas assez, pour ce droit, celui que je défends. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article numéro 5, il est dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, l'article numéro 1 précise également que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Mais malgré tous les moyens mis en place, il y a encore 700 000 élèves harcelés en France à l'école.
En moyenne, un enfant sur 10 subit du harcèlement scolaire. Il est pris au dépourvu, insulté, injurié, humilié, mis à l'écart, maltraité, malmené, tyrannisé, violenté, brutalisé. Mesdames et messieurs, imaginez-vous avoir seulement 7 ans et vous faire brutaliser dans les couloirs de votre école. Imaginez-vous à seulement 11 ans vouloir mettre fin à vos jours. À 11 ans, mais nous ne sommes que des enfants à cet âge-là et personne ne mérite de subir ça. Mesdames et messieurs, comprenez-vous qu'il faut agir au plus vite? Le harcèlement commence de plus en plus jeune, de plus en plus tôt. Le plus souvent par une simple différence. Observez-vous, vous êtes tous différents les uns des autres. Nous sommes tous différents. Nos différences, qui devraient être nos forces, deviennent nos faiblesses. Regardez un peu notre société d'aujourd'hui. Si vous avez des bonnes notes, vous devriez être content, fier de vous. Pourtant, vous subissez la violence de certains élèves jaloux à cause de ça. Le harcèlement est souvent dû au physique, à la couleur de peau, de cheveux, votre origine, mais aussi l'alimentation, boulimie, anorexie, ou dû à un handicap, votre religion, ou juste parce que vous semblez plus fragile. Une personne de la lignée des Dalai Lama a dit que si aider les autres vous paraît trop difficile, essayez au moins de ne pas leur nuire. Ou de surcroît, la campagne gouvernementale pour la lutte du harcèlement scolaire en 2015-2016 avait pour slogan « Le harcèlement, si on n'en parle pas, ça ne s'arrête pas ». Car le harcèlement peut avoir beaucoup de conséquences morales mais aussi physiques, comme l'isolement, la phobie scolaire, ainsi que des échecs scolaires, ou encore de l'angoisse. Là, je viens de vous citer quelques conséquences, mais il y en a encore plein d'autres, certaines que vous n'imaginez même pas. Là, je vais vous parler à vous, vous qui vous faites peut-être harceler, vous qui harcelez peut-être, ou encore vous qui voyez peut-être ce qu'il se passe. Parlez-en. Parlez-en à votre famille, eux qui vous connaissent et qui sauront sûrement comment réagir. Parlez-en à vos professeurs, eux qui sont formés pour ça, eux qui ne sont pas de votre entourage et donc à qui cela peut être plus facile d'en parler. Parlez-en à votre entourage, à des amis. Si cela est trop dur pour vous d'en parler à un adulte, ils pourront le faire pour vous. Mais parlez-en. Parlez-en, car cela peut se finir tragiquement. Comme Marion Fraisse. Elle n'avait que 13 ans. Une classe où elle ne pouvait suivre aucun cours. Des camarades, que dis-je, des harceleurs. Lorsque même sa meilleure amie l'a harcelée. Imaginez seulement 2 minutes une mère qui part chez son amie avec ses 2 enfants avec elle et la plus grande qui reste à la maison car elle ne se sent pas très bien. Vous la retrouvez morte dans sa chambre. Imaginez le mal que cela peut faire pour une famille. Comment expliquez-vous à une petite fille que sa sœur a disparu? Sa sœur disparue, qui n'avait que 13 ans dans ce cas-là. Mais il y a encore beaucoup d'enfants, d'adolescents disparus trop jeunes, trop tôt. Il y en a trop. Il faut que cela s'arrête. Alors parlez-en. J'espère vraiment qu'un jour, le harcèlement, sous toutes ses formes, cessera. J'espère vraiment qu'un jour, tous les enfants seront heureux d'aller à l'école, d'apprendre et de se faire des amis. J'espère vraiment qu'un jour, plus personne ne sera insulté, injurié, humilié, maltraité, malmené ou encore tyrannisé. Comme le dit une chanteuse connue, si seulement le harcèlement n'était qu'une légende, si seulement le harceleur n'était qu'une erreur. Alors oui, je n'ai que 15 ans, mais cette situation n'est plus possible. Et j'espère vraiment
que tout cela deviendra réalité un jour et que le harcèlement disparaîtra. Oui, je l'espère vraiment. Merci. Au cours de cette plaidoirie, nous voyagerons en Iran, en France, aux États-Unis et un peu dans le temps. Hassan Afshar, un jeune Iranien de 17 ans, a commis un crime. Il a été condamné à la peine de mort pour viol sur mineur. Il a été pendu dans la prison d'Arak, dans la province de Markazi, non loin d'Ispahan, en juillet 2016. 2 ans après sa condamnation, il n'avait que 19 ans. Pourtant, il s'agissait d'une relation consentie. Le couple entretenait une relation amoureuse. Vous vous demandez sûrement pourquoi a-t-il été condamné? Parce que son compagnon l'a dénoncé pour viol. Mais pourquoi l'a-t-il accusé? Tout simplement pour ne pas être pendu également, car lui aussi avait commis un crime en entretenant une relation homosexuelle. Afghanistan, Arabie Saoudite, Brunei, Iran, Mauritanie, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalie, Yémen. Autant de pays dans lesquels de jeunes adolescents risquent leur vie par amour. Dans ces pays, l'homosexualité est considérée comme un crime, passible de la peine de mort au même titre qu'un assassinat. Mais quels crimes ont-ils commis? En exécutant Hassan Afshar, l'Iran offra le droit international. En effet, Hassan Afshar était âgé de 17 ans au moment de son interpellation. Et le droit international, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, pourtant signée par l'Iran le 13 juillet 1994, prohibe totalement l'application de la peine de mort lorsque l'accusé était âgé de moins de 18 ans au moment des faits qui lui sont reprochés. Le droit international restreint l'usage de la peine de mort aux crimes les plus graves, qui impliquent un homicide volontaire. L'Iran a également enfreint l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme que chacun peut se prévaloir de tout droit et de toute liberté proclamée, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale, de naissance ou de toute autre situation. À la lumière de cet article, l'attitude hostile envers les homosexuels est incompréhensible, en Iran comme dans bon nombre de pays. Le monde se compose de 193 pays, et près de la moitié de ces nations pénalisent les personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles, et les condamnent à des travaux forcés, de la prison, de la torture ou appliquent la peine de mort. Pour les autres, alors que la loi entend les protéger, une partie de la société les rejette. Brimades, insultes, comportements violents font partie de leur quotidien. Alors, en quoi avoir une relation avec quelqu'un du même sexe si cette relation est consentie dérange? En quoi cela regarde autrui alors que c'est de l'ordre du privé? Et en quoi cela est-il répréhensible? Même dans les pays où l'homosexualité n'est plus condamnée, comme la France depuis 1982, où le mariage entre personnes du même sexe est autorisé, il y a toujours des discriminations envers la communauté homosexuelle. De nombreuses personnes sont homophobes. Ainsi, pourquoi un enfant qui avoue son homosexualité à sa famille est-il encore rejeté, chassé, banni de sa maison en 2021? Pourquoi un homosexuel va-t-il encore avouer publiquement son homosexualité, faire son coming out? Les hétéros n'ont pas besoin de passer par cette épreuve. C'est difficile à comprendre, car la notion de liberté garantit à chacun de vivre comme il l'entend. Un couple qui se tient la main dans la rue doit pouvoir le faire librement, qu'il soit homo ou hétéro, sans avoir peur du regard des autres et sans avoir de problème. Les faits divers violents à caractère homophobe ne manquent pas. Les insultes sont courantes, à commencer par les agressions verbales. En 2016, les insultes représentaient 45% des manifestations relevées par le rapport annuel de l'association SOS Homophobie. Il existe plusieurs formes d'agression verbale et écrite homophobe. Un exemple précis, Paris, Paris, tin, tin, tin. Cela marche aussi avec Marseille, Marseille. Et malheureusement, ça se décline à l'infini dans les stades. C'est très mauvais, car cela banalise l'homophobie, et ce n'est pas anodin. Les injures homophobes pleuvent quotidiennement sur les réseaux dits sociaux. On n'y porte même plus attention, tellement la pratique est courante. Les homosexuels font l'objet de menaces de tous ordres, mais aussi d'injures. L'injure, il s'agit de toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui contient l'allégation d'aucun fait. C'est là toute la différence avec la diffamation. La diffamation, il s'agit de toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. De la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, lorsque les propos tenus tentent à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet
envers un groupe de personnes pour une raison particulière, notamment d'orientation sexuelle. Alors, a-t-on vraiment besoin d'utiliser des insultes à caractère homophobe pour signaler quel club de foot on soutient? Cela atteint plus les personnes homosexuelles que le club adverse. Cela n'a pas sa place dans un stade, ni nulle part ailleurs. En France, selon l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1784, la liberté consiste à faire tout ce que ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que de celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La dernière exécution d'un couple homosexuel en France s'est déroulée en 1750, avec une condamnation à mort sur le bûcher, une peine alors réservée dans l'Europe chrétienne aux hérétiques, aux sorcières et aux homosexuels. En 2021, certains pays, comme les États-Unis, proposent des thérapies de conversion, parfois appelées thérapies de réorientation sexuelle ou bien encore thérapies réparatrices par ses défenseurs. C'est un ensemble de traitements pseudo-scientifiques dans le but controversé de changer l'orientation sexuelle d'une personne, de l'homosexualité ou de la bisexualité à l'hétérosexualité, bien sûr. Dans ce cas précis, l'homosexualité est donc considérée comme une maladie mentale qu'il faudrait soigner. Rappelez-vous, membres du jury, qu'il y a moins de 100 ans, en Allemagne, dès 1933, les organisations homosexuelles furent interdites et que des livres portant sur l'homosexualité furent brûlés, au même titre que des œuvres d'écrivains juifs, d'opposants politiques ou de pacifistes. Des autodafés révoltants. Une étude de 2009 évalue qu'entre 5 000 et 10 000 homosexuels ont été envoyés dans les camps de concentration nazis. La loi de Godwin introduit l'idée selon laquelle un tel argument est inévitable dans un débat qui s'éternise. Nous sommes en 2021. Le sujet des droits des homosexuels est toujours en débat, et sans doute pour longtemps. Et s'il faut atteindre le point de Godwin pour que la liberté et l'amour soient enfin respectés, c'est avec plaisir. Merci. La Déclaration universelle des droits des hommes et du citoyen nous stipule que nul ne sera soumis à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Vincent Lambert, un homme qui a vécu pendant 11 ans sur un lit d'hôpital dans un état de conscience quasi inexistant. Dans un premier temps, nous parlerons de son hospitalisation, de comment il en est arrivé là, ainsi que de la difficulté du traitement de cette affaire. Dans un second, nous développerons d'un point de vue philosophique et sociologique la situation. Commençons. Le 29 septembre 2008, Vincent est alors âgé de 32 ans. Il est marié depuis 1 an à une femme nommée Rachel. Il a des enfants et est infirmier en psychiatrie. Mais ce jour-là, sa vie bascule. Victime d'un grave accident de la route, il se retrouve plongé dans un coma très profond, duquel il ne sortira malheureusement jamais. Son cerveau est tellement atteint qu'il ne peut ni parler, ni boire, ni manger. Il est alimenté par sonde gastrique. À ce moment-là, c'est impossible de savoir si Vincent est conscient ou non, malgré les 87 séances d'orthophonie qu'il va suivre durant son hospitalisation. En 2012, les médecins constatent des manifestations comportementales, montrant une opposition, voire un refus aux soins de toilette et à l'alimentation, ce qui pourrait être interprété comme une envie de tout arrêter. D'ailleurs, Vincent a toujours dit à sa femme que si un jour une situation similaire venait à lui arriver, il préférait mourir, à peu près comme tout le monde en fait. Mais malheureusement, il ne l'a pas écrit. Il n'a pas fait ce que l'on appelle, en termes juridiques, une directive anticipée. Grave erreur. En 2013, les médecins et la femme de Vincent s'accordent à dire que ça devient ridicule de le maintenir ainsi en vie, et que ce serait plus humain de l'accompagner vers la mort, plutôt que de continuer à profaner son corps et faire comme s'il était conscient. Mais l'euthanasie active n'étant pas légale en France, le médecin en chef Éric Cariguer propose ce que la loi permet. Arrêter d'alimenter Vincent Marceau. La loi précise d'ailleurs dans le Code de la santé publique, article L 1110 alinéa 5, que toute personne a le droit à une fin de vie digne, accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Mais nous ne pouvons pas savoir si Vincent souffre, puisqu'il ne peut pas communiquer. Et il n'est pas en fin de vie. Si on continue à l'alimenter par sonde, il peut continuer à vivre pendant beaucoup d'années. Alors dans ce cas-là, on ne hâte pas la mort, mais on la provoque, ce qui peut s'apparenter à de l'euthanasie.
De plus, ce qui ne va pas arranger l'affaire, ce sont les parents de Vincent, des grands catholiques, opposés par principe à tout arrêt de la vie. Son père, Pierre Lambert, a même milité contre l'avortement, c'est pour vous dire. L'argument principal était d'arriver devant les tribunaux et de leur demander s'ils étaient pour ou contre la mise à mort lente d'un handicapé. Alors évidemment, tourné comme ça, les tribunaux ordonnent donc la remise en place des sondes gastriques de Vincent, après 2 semaines de jeu. 2 semaines. Pour résumer, dans cette histoire, nous avons 2 camps. Celui de la femme de Vincent et des médecins qui l'ont accompagné jusque-là, qui sont pour son accompagnement vers la mort, et de l'autre, les parents de Vincent, persuadés que leur fils a envie de continuer à vivre ainsi. Vincent connaîtra d'ailleurs plusieurs moments durant son hospitalisation, de retrait de ses sondes, d'adieu de ses proches et d'endormissement, toujours interrompu par ses parents. Imaginez. Non, imaginez. Imaginez que vous êtes dans la même situation que Vincent. Et qu'après des années, on vous annonce enfin qu'on va vous endormir. Que c'est la fin de vos souffrances, de votre quotidien vide, de vos frustrations, de ne pas pouvoir interagir avec le monde, avec vos proches, vos passions, votre vie. Et vous vous réveillez dans le même corps, avec les mêmes souffrances, les mêmes frustrations, le même quotidien vide. À titre personnel, je ne peux concevoir une forme de torture plus diabolique que celle-ci. Et après 11 ans de cette torture, les parents de Vincent n'ont se goûté de plus aucune institution. Car l'affaire est devenue beaucoup trop tendue, notamment à cause des médias. Alors après 11 ans de torture, à l'âge de 43 ans, le 11 juillet 2010, Vincent Lambert meurt, accompagné et aidé de sa femme, de ses proches et des médecins qui l'ont accompagné jusque-là. Poursuivons. Vincent Lambert a été le flambeau de beaucoup de Français qui rêvaient d'une loi pour l'euthanasie en France, pour la fin des souffrances, pour la fin d'un calvaire, qu'il soit physique ou psychologique d'ailleurs. Il a été la lumière au bout du tunnel de beaucoup de Français, mais jamais du sien. Condamné à assister impuissant à ce triste spectacle qu'est sa propre déchéance. Mais attendez, il existe aussi les soins palliatifs. C'est fait pour apaiser les souffrances, masquer les tourments. C'est des méthodes qui marchent, c'est pas fait pour les chiens. Eh bien non. Les chiens, eux, ils sont privilégiés. Évidemment, nous pouvons donner des soins palliatifs à nos fidèles amis à 4 pattes pour qu'ils puissent supporter telle ou telle douleur ou surmonter telle ou telle épreuve. Mais il existe aussi une autre alternative. Une piqûre finale. N'est-ce pas là l'ultime preuve d'amour que nous pouvons leur apporter? Dans cette situation, je préférerais crever comme un chien plutôt que comme un humain. Car Vincent a connu l'horreur. Il a regardé son corps de devenir plus qu'une prison. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, son corps s'est infusé comme un poison de tristesse, de désespoir. Et pour le libérer de ce tourment, la femme de Vincent lui a accordé cette ultime preuve d'amour. Et le seul regret que doit avoir Vincent aujourd'hui, c'est de devoir attendre le décès de sa femme pour pouvoir enfin la rejoindre. En tuant un homme, vous avez permis à son âme de vivre. Alors faites comme les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et l'Espagne il y a déjà quelques semaines. Autorisez le suicide assisté. Autorisez l'euthanasie comme en Suisse. Autorisez la fin d'une existence qui n'en est même plus une. Merci de m'avoir écouté. Mon enfance a été volée. C'est l'une des premières phrases de Junior Henriquez Piani, un ex-ancien soldat, lors de son témoignage aux caméras de France Inter. Oui, son enfance a été volée. Il a été enlevé de son école, rapatrié dans un camp militaire pour être mis au combat. Mais ses enfants, savez-vous quelle tâche ils ont à faire au combat? Ils combattent, évidemment. Ils portent. Ils espionnent. Mais attention, ça c'est pour les plus chanceux. Pour les moins chanceux, vous savez ce qu'ils font? Ils servent comme bouclier humain. Et pour les filles, c'est parfois pire encore. Elles servent comme objet sexuel pour le besoin horrible des chefs. Horrible. C'est horrible. Et pourtant, on trouve des enfants soldats dans encore 20 pays différents. 20 pays? J'en cite quelques-uns comme ça. La Libye, le Liban, le Soudan,
la République démocratique du Congo. Il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer. Il y en a trop. Mais pourquoi ces enfants sont recrutés? Pourquoi? Eh bien, ils sont recrutés pour leurs petites mains s'adaptant à des armes légères. Pour leur discrétion, notamment avec des enfants espions. Mais ils sont recrutés surtout, et principalement, parce que ce sont des enfants. Et des enfants, c'est manipulable. Des enfants, ça reproduit les actions données. C'est manipulable. Mais ils sont aussi recrutés, principalement même. Pour la communauté, quel ennemi a l'idée de devoir tuer des enfants de cette taille-là, tout au plus, âgés de 6 à 15 ans, avec une arme dans les mains, mais vous les imaginez vraiment? Moi, je préfère pas, vraiment, dans une tranchée, c'est horrible, c'est atroce. Selon l'UNICEF, on trouve des enfants soldats dans encore 21 pays. Et ils en ont sauvé 100 000. Réinsérés dans la vie commune, il y en a eu 100 000. C'est beaucoup, me direz-vous. C'est énormément. En vérité, c'est très peu. Face aux plusieurs dizaines de millions qu'il en reste encore, répartis dans 4 régions différentes du globe. L'Amérique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Il en reste encore plein. Âgés de moins de 15 ans. Pourtant, mesdames et messieurs, il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. En effet, le nombre de recrutements est en baisse et le nombre de morts aussi est en baisse. En 2018, il y en a eu 12 000. En 2019, il y en a eu 10 000. Et peut-être que cette année, ou peut-être que l'année encore d'après, il en aura 8 000. Il y a de l'espoir, mesdames et messieurs. Il y a de l'espoir. Parce que ces pays n'ont pas le droit de faire ça. En effet, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans impliqués dans des forces armées est un crime de guerre. Ben je le dis, c'est un crime de guerre. Oui, c'est un crime de guerre. Parce que ces enfants-là, ils en gardent des souvenirs mais atroces, horribles à vie. Le plus gros souvenir, le plus horrible souvenir de Junior Ezetatsuemi, c'est d'avoir retrouvé le corps de son ami mort dans ses bras le jour de son anniversaire, le jour de ses 13 ans. De ses 13 ans. C'est horrible. Dans une voiture, ils étaient là. Moi, je préfère vraiment pas imaginer. Parce que c'est tellement horrible. Parce que ces enfants-là, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas eu de chance. Et c'est quand on voit ces enfants-là qu'on se dit qu'on a énormément de chance d'être nés dans un pays comme la France, mesdames et messieurs. On a énormément de chance. Parce que ces enfants-là, ils en gardent des souvenirs, mais horribles. Horribles, vraiment. Atroces. C'est horrible. Alors c'est pour ça que je vous invite vraiment à les aider en allant faire un don. À votre échelle, petite, n'importe, mais allez faire un don s'il vous plaît. À l'adresse que je vous donne. www.unicef.fr/enfant-soldat.fr. Merci. Donc effectivement, un délibéré compliqué tant la qualité des plaidoiries a été notée par les membres du jury. Il ne faut pas nous regarder, on n'est pas là. Oui. Effectivement, des thèmes assez variés. Néanmoins, donc, le jury a apporté sa préférence et a décidé donc de, je dirais, choisir la plaidoirie de Jeanne, L'amour est un crime, donc en numéro 1. En deuxième, Thibault, avec le droit de mourir dans la dignité. Et en troisième, Evan, donc sur l'esclavage moderne. Donc des plaidoiries effectivement qui ont été extrêmement intéressantes, fournies également. Et on s'aperçoit que les élèves, en seconde, en première ou en terminale, maîtrisent bien l'art oratoire. Les trois autres candidats, les trois autres plaidoiries, effectivement, étaient elles aussi intéressantes. Et donc, c'est un exercice qui, sans doute, sera à renouveler l'année prochaine. Avec plaisir, et c'est bien notre